Merci Jean-Claude. Pour le point 3, donc, c'est un point qui a déjà été, enfin une présentation a déjà été faite aux élus. Et donc là, au niveau du code de juridiction financière, on doit vous le présenter en séance de conseil municipal. Et pour cela, M. Péché va se faire un plaisir de vous le représenter. Je vais passer là. Bien, je vais essayer d'être le plus synthétique possible parce que vous avez déjà eu cette présentation effectivement, mais le rapport doit être présenté publiquement, donc on est contraint de refaire cette séance. Donc pour rappel, donc la Chambre régionale des comptes, donc c'est une juridiction à la fois administrative et financière, qui est née en 82 avec les lois de décentralisation et qui exerce un triple contrôle, donc un contrôle juridictionnel, donc est sa mission originale, qui porte sur le contrôle du comptable public, de la gestion des comptables publics. On a aussi un contrôle budgétaire qui est réalisé par la Chambre régionale des comptes et qui porte sur, en appui au contrôle du préfet, qui porte sur les irrégularités qui peuvent se produire au moment du vote du budget. Et puis on a un troisième contrôle, et c'est celui qui nous intéresse ce soir, qui est le contrôle de la gestion et de l'examen des comptes. Donc, le dernier contrôle qui avait été effectué avait lieu en 2004. Il portait sur les exercices 98-2002, sachant que c'était plutôt un contrôle thématique plutôt qu'un réel contrôle sur l'examen de la gestion, puisqu'on était sur les années de mise en place de la communauté urbaine de Nantes. Et donc, la Chambre régionale des comptes avait fait l'examen de l'évaluation des charges transférées. Voilà. Donc là, ce contrôle dont vous avez eu le rapport et une présentation déjà le 11 janvier, il porte sur l'examen des comptes et la gestion de la commune sur les exercices 2016 et suivants. Bon, je passe assez vite. Le rôle de la Chambre régionale des comptes, on l'avait déjà expliqué la dernière fois. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est surtout pas un contrôle d'opportunité des choix politiques qui sont opérés. Contrairement à ce que faisait avant 82 justement le préfet qui lui avait ce pouvoir d'apprécier l'opportunité des choix politiques. Donc depuis 82, avec la libre administration des collectivités territoriales, il n'y a plus de contrôle d'opportunité et donc simplement un contrôle de la régularité des actes de gestion, de l'économie des moyens qui ont été mis en œuvre et de l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés. Donc c'est une évaluation des politiques publiques en réalité. La forme du rapport que vous avez eu, donc c'est à la fois une synthèse des constats et des recommandations à suivre. Et donc je passe aussitôt à la suite de ce contrôle. C'est une question qui est souvent posée. À quoi ça sert le contrôle de la Chambre régionale des comptes? C'est quoi les suites de ce contrôle derrière? Donc d'une part, il y a une obligation, et c'est ce qu'on fait ce soir, de le présenter à l'Assemblée délibérante. Et donc de le rendre public. Ça veut dire que c'est un document qui peut être accessible à tout un chacun. Tout le monde peut demander à avoir accès à ce rapport. Et dans un délai d'1 an, et ça c'est une nouveauté de la loi NOTRe. Alors NOTRe, ça veut dire Nouvelle Organisation Territoriale de la République. Depuis cette loi, on a l'obligation, dans un délai d'1 an, à compter de ce jour, de présenter au conseil municipal, de présenter un rapport qui montre comment on a procédé pour mettre en œuvre les recommandations de la Chambre. Et vous vous en souvenez peut-être, il y a 2 recommandations qui ont été faites dans le cadre de ce rapport. On en reparlera tout à l'heure. Et ça, la Chambre, elle vérifie. Elle produit elle-même un rapport. Donc, toutes les chambres régionales des comptes produisent un rapport suite à ces recommandations et au suivi de ces recommandations. Et la Cour des comptes produit ensuite une synthèse nationale. Alors elle peut aussi, mais heureusement ça n'a pas été le cas pour nous, la Chambre régionale des comptes, elle peut saisir la Cour de discipline budgétaire et financière s'il y a des irrégularités
importantes qui sont commises, où elle peut transmettre au procureur de la République des observations sur des faits qui peuvent relever d'une qualification pénale. C'est déjà arrivé. Et je reprécise que le pouvoir de sanction, il n'est qu'à l'égard des comptables publics dans le cadre du contrôle juridictionnel que fait la Chambre régionale. Donc les objectifs des recommandations, donc c'est bien sûr d'apporter une information aux élus locaux qui peuvent ainsi prendre connaissance des éventuels dysfonctionnements, contribuer à l'amélioration de la gestion des collectivités contrôlées, en invitant les responsables à suivre les recommandations de la Chambre, puisqu'il y a à la fois des recommandations qu'on doit suivre strictement, mais il y a aussi tout un tas de remarques qui sont comme des conseils que la Chambre régionale des comptes nous donne. Et puis, ça participe de la démocratie locale, puisque ça permet d'informer les citoyens sur l'emploi des deniers publics. Je passe rapidement sur le calendrier, on vous l'avait donné. La notification s'est faite en janvier 2021. On a eu 3-4 mois de travail et d'aller-retour avec la Chambre, et puis des entretiens de fin de contrôle, donc avec le maire, Madame Scotto, le 2 juin. Et il y a aussi eu des entretiens de fin de contrôle avec Monsieur Couturier, puisque c'était lui le maire entre 2016 et 2018, et avec Madame Rabillet, qui avait fait l'intérim sur 5 jours. Voilà, ensuite on a eu un rapport provisoire. Ce rapport provisoire, on y a apporté quelques amendements qui ont été pris en compte par la Chambre, et donc on aboutit à ce rapport définitif ce soir. Les points de contrôle, il y en a eu 6, l'organisation et la gouvernance, la fiabilité des comptes et la transparence des informations budgétaires et financières, l'analyse financière de la commune, la gestion des ressources humaines, l'examen des concessions de services publics, la commande publique, et puis une thématique dans l'actualité sur l'impact de la crise sanitaire. Alors sur la fiabilité des comptes, donc une fiabilité des comptes globalement satisfaisante, mais qui peut encore être améliorée, notamment par rapport à la garantie autonome à première demande avec l'AFL, qui n'a pas été recensée dans les annexes au compte administratif. Donc ça, c'est une remarque qu'on va facilement pouvoir corriger, puisque dans nos annexes, on avait simplement indiqué notre participation au capital de l'Agence France Locale pour 34 000 €, si je ne dis pas de bêtises. Le directeur des finances est derrière moi. Ça a l'air d'être ça. Les subventions en nature versées à l'association Note en Stock qui doivent être recensées au budget primitif. Effectivement, on a une convention avec l'association Note en Stock, puisque notre participation, enfin notre subvention à l'association est supérieure à 23 000 €. Et donc c'est ce seuil qui déclenche cette obligation, puisque la Chambre régionale nous rappelle que cette appréciation des 23 000 €, elle doit se faire à la fois en numéraire, mais aussi en nature. Donc ça veut dire qu'on doit valoriser, on en avait parlé, on doit valoriser tous les frais annexes, frais de nettoyage, les fluides notamment. J'essaie de m'y retrouver. Oui, je voulais vous dire quelque chose par rapport à ça, que je n'avais pas indiqué la dernière fois, le 11 janvier, lors de la réunion. Il y avait une troisième remarque à cet endroit-là, c'est l'obligation de faire une provision des jours qui sont épargnés sur les comptes épargne-temps des agents. Donc les agents territoriaux ont tous un compte épargne-temps. Donc ils déposent sur le compte épargne-temps les jours de congé ou de RTT qui ne sont pas pris à la fin de l'année. On n'a pas, la collectivité n'a pas mis en place l'indemnisation ces jours de compte épargne-temps. Donc les jours qui sont déposés peuvent être pris en récupération, mais ils ne sont pas indemnisés dans la collectivité. Ça, c'est quelque chose qui peut tout à fait être changé, mais aujourd'hui, la règle, c'est celle-ci. Simplement, la Chambre régionale des comptes nous dit que même si ces jours-là ne sont pas indemnisés, ils représentent un coût pour la collectivité, puisque lorsque les agents prennent ces jours-là en repos, eh bien, peut-être doivent-ils être remplacés. Ce n'est pas le cas pour tous les postes, mais sur certains postes, peut-être ils doivent être remplacés. Donc, c'est un coût pour la collectivité. C'est pourquoi on doit provisionner le coût correspondant. Voilà. Donc ça, il faudra qu'on le fasse. Et je ne l'avais pas indiqué la dernière fois. C'est en relisant le rapport que je m'en suis rendu compte.
Sur la situation financière, elle est jugée saine par la Chambre et caractérisée par une gestion prudente. Donc un résultat global relativement stable, une gestion rigoureuse de la section de fonctionnement et un niveau d'autofinancement suffisant, un ratio de rigidité des charges structurelles qui est maîtrisé. Je vous rappelle, le ratio de rigidité des charges structurelles, c'est un ratio qui est utilisé pour évaluer la santé financière de la collectivité. C'est les charges de personnel plus les intérêts de la dette divisé par les recettes de fonctionnement. Et enfin, une politique d'investissement qui a été modérée sur cette période pour permettre notamment de diminuer l'endettement de la collectivité. Et je rappelle, mais je l'avais dit aussi au mois de janvier, que lors du contrôle de 2004, la Chambre avait considéré que la commune, le niveau d'endettement de la commune était trop fort. Sur le fonctionnement des services municipaux, donc plusieurs remarques. Les deux premières remarques correspondent aux deux seules recommandations que la Chambre nous a faites via ce rapport. Donc ça veut dire que ce sont les deux seules recommandations pour lesquelles nous devrons, dans le délai d'1 an, expliquer au conseil municipal comment nous les avons mis en œuvre. Donc le premier point, c'est la cartographie des risques informatiques à réaliser. Donc je le redis, donc on a une société, enfin on a un partenaire qui est la société Almeria. Certes, nous n'avons pas cartographié nos risques, mais les principaux risques que la collectivité pourrait subir en termes d'attaques, de virus, d'intrusion sur notre réseau ou d'incendie, par exemple, tous ces risques-là, ils sont couverts aujourd'hui. Simplement, la Chambre nous demande d'en faire un recensement et de cartographier ces risques-là. Donc ça, on ne devrait pas avoir de difficulté à respecter cette recommandation. La deuxième recommandation, c'est l'obligation qu'on a de désigner un délégué à la protection des données. Donc là, on est dans le cadre de le règlement général de la protection des données, qui vise à encadrer le traitement des données personnelles qu'on peut faire des personnes physiques. Donc effectivement, nos services brassent énormément de données personnelles sur des personnes physiques et on a l'obligation d'organiser, de gérer ces données-là et de les protéger. Et pour ça, il faut un pilote. Et ce pilote ne peut pas être le DGS. Et actuellement, effectivement, faute d'agents volontaires pour assumer cette fonction, eh bien, c'était moi qui assurais cette mission. Mais la Chambre régionale des comptes nous explique que le DGS étant représentant de l'autorité territoriale, il est en quelque sorte juge et partie, et donc il ne peut pas assurer cette mission. Voilà. Donc nous aurons l'obligation, dans le délai d'1 an, de désigner, enfin de trouver quelqu'un qui sera d'accord pour assumer cette mission. Les 1607 heures, vous avez délibéré, donc vous savez que c'était pas le cas au moment où la Chambre a fait son rapport, enfin a fait son examen, mais depuis c'est mis en œuvre. En matière de commande publique, veiller à conditionner la signature des marchés par le maire à l'effectivité d'une délégation préalable reçue du conseil municipal. Là, effectivement, les services ont fait une erreur sur l'attribution de 2 lots concernant le marché de restauration de l'église, puisque nous avons notifié les marchés entre la commission commande publique et la délibération du conseil municipal. Donc effectivement, il fallait attendre la délibération du conseil municipal avant de notifier ces marchés. Voilà. Et puis enfin, dernière remarque concernant le fonctionnement des services municipaux, concernant donc la concession d'aménagement urbain dont nous avons eu une présentation tout à l'heure. La Chambre indique qu'il aurait fallu, dans un principe de prudence, indiquer dans le traité les modalités de cession éventuelle des terrains et immeubles bâtis qui n'auraient pu être vendus. Alors le risque est quand même limité, parce que ça voudrait dire que sur les différents lots de l'ensemble de l'îlot Sanglerie, nous n'aurions ni aménageurs, ni bailleurs sociaux intéressés pour ces lots-là. Ce qui paraît quand même
peu probable. Et puis la Chambre nous invite à veiller, à contenir la participation d'équilibre dont Émilie Janiot nous a parlé tout à l'heure, de 340 000 €. Donc les deux recommandations, je vous en ai parlé, hein, le DPD à désigner, et puis la cartographie des risques informatiques à établir. Dans les autres observations complémentaires, je vais aller assez rapidement, hein, vous aviez déjà vous avez vu tout ça dans le rapport déjà. Donc sur la période 2016-2020, une progression moyenne des produits de 2,7%, supérieure à la progression des charges de gestion de 1,7%, donc ce qui est plutôt positif. Une diminution des ressources institutionnelles, principalement liée à une baisse de la DGF, hein, et c'est toujours la tendance, on en reparlera au moment du BP, du DOB même tout à l'heure, je pense. Des charges de gestion maîtrisées, donc des charges de personnel qui ont augmenté d'environ 3% par an en moyenne, avec une augmentation des non-titulaires liée à la restructuration de la direction. Alors là, il me manque un petit mot, il manque enfance-jeunesse, hein, c'est la direction, la restructuration de la direction enfance-jeunesse, qui nous avait conduit à être précautionneux et à recruter d'abord des non-titulaires avant de stabiliser l'organisation et de stagiairiser les agents. Donc c'est ce qu'on a fait, et donc on a eu une période où effectivement les non-titulaires ont un peu augmenté. Et puis la Chambre note aussi qu'on a recours à des non-titulaires parce qu'on a une augmentation constante des services, et notamment des services périscolaires et de centres de loisirs. Et donc ça nous oblige à ajuster nos taux d'encadrement et nos effectifs via des non-titulaires. Et puis cette période de contrôle de la Chambre régionale des comptes, c'est aussi la période où on a reconstruit le régime indemnitaire des agents via le RIFSEP. Les charges à caractère général ont augmenté de 0,3% en moyenne par an. La Chambre note que c'est 20% inférieur à la strate. Et puis un autofinancement qui a augmenté de 5,7% par an en moyenne. Sur la gestion des ressources humaines, donc l'augmentation des non-titulaires, principalement dans la filière animation, je vous en ai parlé. La Chambre avait noté aussi l'augmentation sur cette période des agents de catégorie A, plus 5,3 ETP. Nous lui avions quand même fait remarquer que c'était pas de notre fait, puisque c'était l'État qui avait décidé de corriger ou d'apporter des modifications sur le cadre d'emploi des éducateurs de jeunes enfants et des assistants socio-éducatifs, ces agents-là étant passés de B à A. Donc on a eu aussi dans le même temps, et ça c'était pas dans le rapport initial, une baisse du nombre de catégories B, puisque c'est pas mathématique, hein, puisqu'on avait aussi eu des restructurations qui avaient fait diminuer le nombre de B. Mais on a eu une diminution du nombre de B en parallèle. Et puis un suivi rigoureux des emplois budgétaires, ça c'est le fameux tableau des effectifs. Voilà, donc la Chambre considère que le suivi des emplois budgétaires est maîtrisé. Le nouveau cadre général pour le temps de travail, j'en ai parlé. Et puis la Chambre a noté, mais on l'évoque régulièrement, hein, une augmentation assez forte de l'absentéisme des agents titulaires, avec une augmentation des arrêts maladie de longue durée, plus de reconnaissance de maladies professionnelles, et puis on a eu aussi sur cette période, et notamment sur la fin de période, quelques accidents du travail, donc sans conséquences graves pour les agents, mais avec des arrêts qui ont pu être un peu plus longs. Les remarques sur la gestion des services publics, donc l'erreur de procédure dans le marché de restauration de l'église, je vous en ai parlé. Et puis la Chambre considère que au niveau de la délégation de services publics pour l'exploitation et la gestion de la fourrière automobile, nous pourrions demander au concessionnaire une redevance sur son chiffre d'affaires. Alors le concessionnaire, c'est le garage Louis XVI, il se rémunère donc sur les opérations de mise en fourrière. Et donc la Chambre considère que nous pourrions lui demander une petite redevance. Bon, c'est possible, c'est discutable, parce qu'en délégation de service public, le délégataire peut lui aussi bénéficier d'une
d'une participation du délégant. Donc il faut être vigilant dans la négociation si on doit en avoir une avec le garage Louis XVI. J'ai aussi regardé les collectivités. Alors j'ai regardé quelques collectivités, hein, pas toutes, parce que j'ai pas eu le temps, mais j'ai quand même vu autour de nous, voilà, des communes qui n'appliquent pas, hein, cette redevance-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais voilà, ce sera à rediscuter au moment où on repassera cette convention. Bon, j'ai trouvé une collectivité, hein, de taille beaucoup plus importante que nous, qui a une redevance de 500 € par an. Donc, vous voyez, ça donne un peu une indication sur ce que nous pourrions percevoir, hein. Donc, c'est pas un enjeu stratégique. Mais c'est symbolique, donc voilà, on en discutera avec l'équipe municipale quand on sera amené à renégocier ce contrat. Et puis dernière remarque de la Chambre régionale sur la thématique liée à la crise sanitaire. La Chambre considère que la ville a su s'adapter à la crise sanitaire, qu'elle a assuré la continuité des services publics pendant cette période, et que la ville et la métropole ont également accompagné au mieux les entreprises en difficulté. Voilà, je vous remercie. Qui veut prendre la parole sur ce sujet? Avez-vous des commentaires, des remarques? David? Merci pour cette présentation. Tout d'abord, quelque chose de positif à lever, hein, c'est globalement un satisfecit sur la gestion de la commune. Et au moment où on a besoin, la commune croît et on va avoir besoin d'investir, on peut être satisfait qu'il y a des moyens de financer cette croissance. Donc ça, c'est très bien. Après, globalement, j'ai bien noté que l'ensemble de ces remarques devraient être prises en compte dans l'année qui vient. Et je voudrais souligner 2 points sur lesquels nous allons être vigilants. Le premier, c'est sur l'absentéisme. On en a discuté déjà plusieurs fois, hein. On constate, comme le dit la Cour des comptes, une augmentation de 25% du taux d'absentéisme entre 2017 et 2019, si je ne m'abuse. Et je pense qu'il a continué à augmenter depuis. Vous pourrez peut-être nous le confirmer. Pour nous, cette augmentation, ça ne doit pas être une fatalité. Il y a des impacts budgétaires, on le verra dans le DOM, mais aussi il y a des impacts sur les agents, sur la qualité du service public. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut traiter, qu'il faut prendre à bras-le-corps. Donc, c'est quelque chose sur lequel on attend un plan d'action. On a discuté déjà dans les débats qu'on a eus autour du document unique sur ces choses-là. Et donc, ce serait bien qu'il y ait un plan d'action qui soit mis en place, un diagnostic qui soit fait sur les causes de cet absentéisme. S'il y a des cas, on a des cas particuliers par rapport à d'autres collectivités, voir comment on se situe par rapport à ces collectivités, et qu'on établisse un plan d'action pour faire en sorte qu'il diminue et qu'il revienne dans des taux qui soient peut-être meilleurs, et tout ça pour le bien-être des agents au sein de la collectivité. Ça, c'est le premier point. Et puis sur le deuxième point, c'est sur le traité de concession. Sur le traité de concession, donc, au moment où nous l'avions voté, où il avait été mis au vote en 2018, nous avions souligné le manque de garde-fous qu'il y avait, donc c'est pour ça que nous ne l'avions pas voté. On constate que la Cour des comptes est un avis qui nous rejoint. Donc ce que nous souhaitons, c'est de pouvoir modifier ce traité de concession par un avenant qui nous permette d'être plus confortable et qui permette d'être mieux encadré pour la collectivité locale. Voilà. Monsieur Charrier, vous voulez peut-être répondre sur ces 2 points? Alors, ce point qui a été soulevé, effectivement, mais
la Chambre régionale des comptes l'a mis en avant, mais ça représente c'est peanuts en fait, c'est pas grand chose. Hein. Maintenant, on peut être vigilant sur ce point-là, effectivement, pourquoi pas. Mais ce qu'il en découlera sera pas énorme, mais ça n'empêche pas qu'on puisse être vigilant sur ce point. Oui, effectivement, oui, pourquoi pas. Oui. Mais en 2018, il avait été voté quoi? Moi, je ne peux pas vous le dire en 2018. Non, en fait, la Chambre régionale des comptes pointe le fait que sur les cessions de foncier, elle dit qu'en fait, on va récupérer l'ensemble du foncier s'il n'est pas vendu. D'accord. Et donc, du coup, elle nous invite à prévoir les modalités de cette cession dans le traité. Mais ça voudrait dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais peut-être que je me suis mal fait comprendre, ça voudrait dire qu'à la fin de l'opération, ce foncier-là n'intéresserait personne quelque part. Et que du coup, la ville le récupérerait. Alors, évidemment, c'est une hypothèse intellectuelle possible. En réalité, c'est quand même peu probable. D'ailleurs, Émilie Janiot a déjà évoqué des opérations à venir sur une partie de ce foncier. Mais effectivement, ça aurait pu être prévu, les conditions de cette cession en fin d'opération auraient pu être prévues dans le traité de concession. C'est ce qu'on n'a pas fait. Voilà. On peut toujours... sur la base, on l'avait évoqué d'ailleurs, donc on n'a pas eu le temps, on s'est vu en janvier pour en parler. On peut tout à fait en discuter avec Enema pour savoir s'il y a un intérêt conjoint d'ailleurs à prévoir ça par un avenant. Oui, pour poser les questions en fait. C'est toujours intéressant de poser les questions. Maintenant, qu'est-ce qu'il en découlera, on verra bien. Mais on posera les questions, effectivement. Sur l'absentéisme, est-ce que... Sur l'absentéisme, c'est un vrai problème. On l'a noté en commission et ça évolue. Alors, vous l'avez noté, il y a un impact financier, mais il y a un impact humain aussi, ça c'est vrai. Mais il faut relativiser la notion d'absentéisme parce que on avait dit à un moment donné qu'on faisait du remplacement de remplacement, ce qui n'est pas tout à fait juste, mais les contrats, on a aussi de l'absentéisme sur des contrats courts qui sont pas forcément, c'est pas sur des titulaires, c'est l'absentéisme en général, donc il faut relativiser ce chiffre important, même s'il l'est. Par contre, il est sûrement révélateur de quelque chose, mais il est révélateur d'un contexte, ça c'est sûr. Puis il est peut-être révélateur d'autres points qu'il faudra prendre en compte. Je pense que c'est du devoir de l'employeur, la commune entre autres. C'est du devoir de l'employeur d'être très vigilant sur ce point-là. Je pense quand même qu'il faut mettre en avant, le contexte actuel sur cette notion d'absentéisme. Mais c'est vrai, c'est un point sur lequel on peut réfléchir. Vous l'avez déjà noté il y a quelques temps de ça lors d'un précédent conseil. Je pense qu'il faut pas l'oublier, il faut pas le mettre de côté. Je pense que c'est de notre devoir de faire attention à ça, effectivement. Je pense qu'on le fera. Il y a plein de points qui vont être discutés prochainement au niveau des ressources humaines. Ça en fera sûrement l'objet, ce point-là, effectivement. Mais c'est vrai que c'est pas anodin. Une telle augmentation, c'est pas quelque chose qui peut passer inaperçu, ça c'est sûr. Donc il faut regarder pourquoi, mais il faut pas prendre le chiffre brut tel qu'on peut nous le présenter, plus 25%. Ça peut paraître énorme, mais il faut vraiment mettre tous les paramètres dedans pour voir ce que ça représente, oui, effectivement. Mais y réfléchir est important, oui, pas de problème. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce point, Muriel? Un peu dans la continuité, merci pour la présentation, un peu dans la continuité, mais on l'avait déjà évoqué à la fois en commission,
ressources humaines. Je suis étonnée que dans le rapport ne figure pas, et David en a parlé tout à l'heure, sur le document unique. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, effectivement, et je suis très surprise que ça ne figure pas, parce qu'on savait très bien on sait qu'il est évolutif, qu'il n'était pas forcément complet, hein, et on sait que ça demande beaucoup de suivi. Voilà, moi je suis... Alors, avoir l'absentisme, on ne va pas y revenir après. Je ne sais pas ce que M. Charrier, quand il parle des paramètres, moi je ne sais pas de quoi il parle. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, des paramètres. Mais enfin, c'est peut-être pas ce soir qu'on va développer ça. Et puis, au-delà des paramètres, c'est effectivement qu'est-ce qu'on se fixe dans cette municipalité en taux de remplacement. Est-ce qu'on se fixe à un taux à 1 pour 1 ou 50%? Voilà, on ne va pas débattre de ça aujourd'hui. Ça, c'est un indicateur. Les paramètres, il faudra développer. Bon, moi, je reviens sur le document unique. Il y a des vrais risques. Effectivement, l'absentisme peut être une conséquence sur un risque. Et avant d'arriver sur des conséquences, il faut travailler sur des risques. Et là, aujourd'hui, moi, je suis vraiment très étonnée que ça ne se figure pas là, pas tant dans ce qui a été fait, mais ce qui reste à faire. C'est-à-dire en termes d'action par rapport aux risques. Et on ne les voit toujours pas. Et moi, je suis dubitative encore sur ce qui est mis en place. En tout cas, j'aimerais bien avoir le suivi dans les commissions. Voilà, merci. Dont acte, Mme Dou. Mais je reviens sur votre notion de paramètre. Effectivement, c'est peut-être pas le bon terme. La notion d'indicateur est sûrement meilleure. C'est vrai. Alors j'ai employé le mauvais terme, mais il n'empêche que c'est quand même quelque chose effectivement sur lequel on va réfléchir. Mais quand je voulais parler de paramètres, appelons ça les indicateurs, mais c'est important de savoir ce qu'on met derrière. Vous savez très bien que tout comme moi, définir un indicateur, c'est franchement pas simple, et ça peut être sujet à discussion pendant des lustres et des lustres, et on n'est pas forcément tous d'accord sur la notion des indicateurs. Donc, on va, plutôt que de prendre les chiffres bruts, effectivement, on pourra les analyser, on pourra même en parler en commission RH si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème, au contraire. Et j'espère qu'on arrivera à se mettre d'accord sur les règles pour évaluer justement ces risques ou ces indicateurs qui font qu'on peut arriver à un absentisme important. Effectivement. Alors, j'abandonne le terme de paramètre, je garde le terme d'indicateur. Et je nous mets au défi de trouver les bonnes règles pour trouver les indicateurs qui vont bien. Oui, pour préciser, Madame Dou, ça figure pas dans le rapport tout simplement parce que la Chambre régionale des comptes a rien demandé sur ce sujet-là. Voilà, c'est un outil, le document unique. Donc la Chambre régionale, elle vient pas regarder, c'est ce que je disais, elle ne fait pas de contrôle d'opportunité, donc elle ne vient pas contrôler les outils dont on dispose pour mettre en œuvre une politique. Elle regarde les objectifs fixés par la politique et les résultats. Après, elle nous laisse la capacité de mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs et d'outils pour atteindre les objectifs fixés, quoi. Donc on a eu 0 question, et pourtant on en a eu des questions. Les services ont été bien sollicités pendant cette période, mais on n'a pas eu de questions sur cet outil-là. Voilà. On a eu des questions bien sûr sur l'absentéisme, mais pas sur l'outil document unique. Voilà. C'est bon pour vous tous. Donc merci Monsieur Péché.